Nous sommes à un moment qui est très particulier puisque nous sommes à la veille d'un débat à l'Assemblée nationale selon un mode accéléré autour de cette notion de délit d'entrave. On va en parler avec Henri de Sauce, notre secrétaire général, qui a étudié sur le plan juridique cette loi qui arrive selon un processus d'urgence autour de cette question de l'interruption volontaire de grossesse ou de l'avortement. Et puis on est au lendemain d'une campagne que Alliance Vita a décidé de lancer, de longue date d'ailleurs, auprès des hommes. Car nous avons constaté, on le verra avec Caroline Roux et Valérie Boulanger, qui sont respectivement responsables de tous les services d'écoute d'Alliance Vita et puis de SOS Bébé, qui est le service spécifique qui aide les femmes qui sont confrontées à des grossesses imprévues, difficiles, des problèmes d'infertilité, etc. On va en reparler. Et nous avons décidé de lancer cette campagne parce que notre expérience de terrain nous montre que les hommes méritent de participer à cette prévention de l'IVG que beaucoup de femmes souhaiteraient éviter. Et il y a, je ne vais pas être très long dans cette introduction, un immense décalage entre la façon dont ce sujet de l'avortement est abordé sur le plan politique, et notamment au travers de cette loi, mais pas seulement. La semaine dernière, dans les échanges qu'il y a eu entre les deux finalistes des primaires de la droite et du centre, nous avons observé qu'ils parlaient d'un sujet, mais qu'ils ne parlaient jamais de la réalité profonde du sujet. Ils se justifiaient par rapport à des postures qui sont avant tout, je pense, politiques, mais pas au sens noble du terme, sans regarder la réalité de ce sujet. Et nous avons choisi, la veille de ce débat, d'aller sur cette réalité. Alors successivement, pour donner le plan, Caroline et Valérie nous parleront de cette réalité telle que Alliance Vita y est confronté. Ensuite, nous demanderons à Henri de nous analyser ce délit d'entrave et dans le contexte de toutes ces lois successives. Il y en a eu un certain nombre déjà sous le quinquennat présent qui ont tendu, et c'est notre sentiment, à banaliser le recours à l'IVG sans aider les femmes à l'éviter, ce que pourtant elles souhaitent. Et puis on demandera, si je présenterai la campagne qu'on a fait hier, on demandera à Marie Vincelot qui anime le réseau d'Alliance Vita de nous dire comment s'est passée cette campagne lancée hier auprès des hommes, des milliers d'hommes déjà qui ont été touchés hier dans toute la France par nos équipes. Alors Caroline, quelle est la situation de l'avortement, sa réalité aujourd'hui en France ? Alors d'abord, je vais vous donner quelques coups de projecteur sur cette réalité. D'abord sur les chiffres, c'est 218 000 avortements en 2015 pour 800 000 naissances, le double de nos voisins allemands. Selon l'INED, donc l'Institut national d'études démographiques, 33% des femmes connaîtront l'avortement dans leur vie. L'avortement aujourd'hui intervient dans un contexte de contrôle de la fertilité qui est quasi généralisé et qui s'est imposé progressivement comme une norme sanitaire et sociale. Et en France, le recours à la contraception, qui est parmi les plus élevés au monde, coexiste avec un fort taux d'avortement. La majeure partie des avortements sont les résultats des accidents de contraception. 72%, c'est le chiffre de l'INED, des femmes qui recourent à l'avortement utilisaient une méthode de contraception quand elles ont découvert leur grossesse. Oubli de pilule, rupture de préservatif ou encore grossesse qui se poursuit sous stérilet ou implant. Ce qui fait dire, et même par les pouvoirs publics, une maîtrise totale de la fécondité est illusoire. Et là, nous avons des Français, des Françaises qui ont été quelque part trompés sur la contraception. Et au fond, même si évidemment elle peut être fiable, mais ces accidents sont nombreux. Et l'avortement va être souvent considéré comme une fatalité quand ces moyens sont en échec. Les questions qui se posent, nous, dans notre service d'écoute, c'est: a-t-on droit à l'erreur aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut accueillir un enfant non programmé ? Et c'est une question récurrente qui est à la source de dissensions profondes entre les hommes et les femmes et qui provoque des tensions profondes. Je voudrais mettre un coup de projecteur sur deux notions, celle du désir. On a tendance aujourd'hui à considérer les enfants en programmé ou non programmé, et désiré et non désiré. Et c'est méconnaître l'ambivalence du désir qui peut évoluer et qui, tout au long de la grossesse, sachant que, évidemment, c'est un moment, et surtout au moment du test de grossesse, qui peut être très émotionnel. Et on voit
des femmes souvent partagées. Je vous donne juste un exemple, une femme qui nous disait « En voyant le test positif, j'étais à la fois terrifiée et heureuse. Quel paradoxe !» Et donc, c'est ce paradoxe aussi et cette ambivalence qu'il est important d'accompagner. Le deuxième focus, c'est sur les pressions qui pèsent sur les femmes. Une forme de pression qui est extrêmement insidieuse, c'est « tu fais ce que tu veux ». Mais en tout cas, moi, je n'en veux pas, ou si tu le gardes, je pars. Donc ça, c'est une forme de pression qui est assez récurrente sur les femmes. Et puis, souvent de la part des hommes, du partenaire, mais aussi de la part, on trouve des pressions de la part des parents pour les plus jeunes, mais aussi de tout le contexte sociétal, et notamment les questions autour de l'emploi, de la peur de perdre des emplois. Une autre conséquence de ces pressions aussi, c'est une forme de pression sociétale qui est de plus en plus prégnante pour les femmes. C'est le fait qu'elles soient de bonnes mères, qu'elles doivent concilier leur vie de famille, leur vie professionnelle, qu'elles doivent décider quand le bébé doit arriver. Donc beaucoup, finalement, paradoxalement, pèsent sur elles. Enfin, un autre focus, c'est sur les normes aujourd'hui familiales que ça a dessinées. Et d'une part, la décision de poursuivre une grossesse va être complexifiée par la réflexion autour de l'engagement avec le père. Et ça, on le voit assez régulièrement. Il faut savoir qu'en 2015, plus de la moitié des enfants naissent hors mariage, 58%. Et puis on voit aussi de nouvelles formes de normes familiales qui se sont instituées sur le nombre d'enfants, quant à l'espacement. Je voudrais juste mettre un focus sur la question de l'emploi. L'emploi est une question cruciale que se posent les couples et c'est d'autant plus alarmant dans le contexte économique que nous connaissons. Et justement, ça devrait vraiment interroger nos politiques. Enfin, sur la répercussion psychologique, on a une sensibilité particulière, je dirais, sur les répercussions sur les jeunes. Et on a vu des politiques ces dernières années prendre la parole sur le sujet, ou encore des professionnels dans une tribune de Libération, Ségolène Royal en parlait. Je vous dis, elle disait « La détresse et le drame humain que représentent les avortements sur les jeunes filles méritent une action courageuse. C'est une question de santé publique, de justice sociale. » Et ça en tout cas rejoint nous ce qu'on voit dans nos services d'écoute. Quelqu'un comme le professeur Israël Nizan, qui est gynécologue obstétricien à Strasbourg, a souvent pris la parole sur le sujet et dit que la meilleure IVG, c'est celle que l'on peut éviter. La Haute Autorité de Santé aussi a alerté sur le sujet, notamment dans les rapports qui ont été faits par l'IGAS en 2010, disant que l'IVG demeurait un événement souvent difficile à vivre et qu'on manquait d'éclairage objectif et scientifique. Nous constatons en effet que, en fait, d'abord, toutes les femmes ne souffrent pas, on ne prétend pas ça, mais qu'un certain nombre de femmes souffrent de l'avortement et qu'il faudrait pouvoir les accompagner. Et pourtant, ça reste le parent pauvre. Selon l'INED, 16% simplement des centres hospitaliers qui font des IVG proposent un accompagnement post-avortement. Je voudrais terminer sur les politiques de santé publique aujourd'hui qui sont déterminées sur cette notion de désir, de grossesse désirée et non pas sur la prévention de l'avortement, et ce qui pose des questions. J'ai parlé de ce désir qui peut évoluer, donc c'est une notion floue qui ne prend pas en compte les ambivalences, les pressions, cette ambiguïté du désir. Et on a vu ces politiques aller vers toujours plus de contraception, une surenchère, et on a vu les limites de ces propositions contraceptives. Ou alors faire des avortements qui sont présentés comme plus indolores, moins traumatisants. Et je voudrais mettre un dernier coup de focus sur l'avortement médicamenteux qui s'est beaucoup développé dans notre pays, qui représente la majorité des avortements, avec des incidences sur la précipitation de l'avortement, puisqu'il a lieu avant 7 semaines de grossesse quand il a lieu à l'hôpital, avant 5 semaines quand il a lieu à domicile, chez un médecin, pratiqué chez un médecin en ville ou dans des centres de planification. Et on voit des femmes qui sont sous pression aujourd'hui
paradoxalement, alors que les délais ont été rallongés en 2001 de 10 à 12 semaines. Aujourd'hui, nous plaidons pour une véritable prévention de l'avortement. À force de banaliser l'avortement, on déresponsabilise la société de vraiment regarder les raisons qui pourraient pousser les femmes à avorter. Et nous avons été très alertés par les résultats de toutes les études sur les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, sur 201 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales chaque année, 40% le sont alors qu'elles sont enceintes. Et une étude montrait d'ailleurs que dans les relations entre la violence et l'IVG, au fond, très peu de médecins posaient cette question de la violence. À force de ne plus poser de questions, eh bien, on passe à côté d'une véritable prévention de la violence sur les femmes. Voilà ce que je voulais partager. Avant de laisser la parole à Valérie Boulanger, ce mot de banalisation est paradoxal, bien sûr, parce que sur le plan quantitatif, on l'a vu avec les statistiques, avec cette statistique quand même très notable que près de 4 Françaises sur 10 connaîtront, d'après l'INED, au moins une fois dans leur vie féconde une IVG. Et qu'en même temps, nous disons, nous, que c'est un secret de famille et c'est une impossible banalisation. Ce n'est jamais un geste banal. Et c'est ça tout le paradoxe que nous voulons relever. Et je voudrais juste, en laissant la parole à Valérie Boulanger, préciser que nous accompagnons, Valérie nous le précisera, mais des milliers de femmes et de couples par an, depuis maintenant pratiquement une vingtaine d'années, et que nous avons reçu des dizaines de milliers de témoignages sur l'avortement. Et donc nous avons enraciné sur le terrain de cette écoute et de ces témoignages de femmes et de couples, que ce soit des femmes en difficulté avec la grossesse ou des personnes qui ont déjà vécu l'avortement. Et nos écoutants ou écoutantes, l'immense majorité sont des femmes, mais pas seulement, ont pour certaines cette expérience de l'avortement. Et donc nous revendiquons cette espèce de terrain pour pouvoir en parler en profondeur et sans juger les personnes, sans en rajouter, car nous marchons sur des œufs quand nous parlons de ce sujet et nous le savons bien sûr parfaitement. Alors Valérie, quelle est l'expérience de SOS Bébé que tu peux nous partager ? Oui, depuis plus de 20 ans, SOS Bébé est présent sur le terrain, auprès des femmes, sur tous ces sujets difficiles et aussi tabous dans leur expression autour de la maternité et de la grossesse. Je voudrais vraiment illustrer tout ce que Caroline Roux a évoqué en plongeant un peu dans toute cette densité d'expériences que nous avons, que Tugdual a évoqué. D'abord, ce que nous remarquons, c'est que loin de la banalisation, ce sont vraiment des réalités douloureuses qui sont vécues par les femmes, par les hommes aussi, puisqu'à peu près 10% des personnes qui s'adressent à nous sont des hommes, mais vraiment des réalités douloureuses. Et ce mot de banalisation, je pense, est vraiment peut-être une violence, en tout cas complètement irrespectueux par rapport à ce que vivent réellement les gens sur le terrain. Et dans leur vie, et dans leur intimité, et dans leur construction même. Et ce qu'on peut dire aussi en deuxième point, c'est que vraiment tout ce qui est vécu, en tout cas par les femmes, c'est vécu avec le sentiment de ne pas être libre. Et je reviendrai sur ce point parce que je pense que c'est très très important pour essayer de lever ce tabou idéologique dans lequel aujourd'hui est enfermé l'avortement, et que cette notion de liberté est vraiment une clé pour peut-être en sortir et aider au mieux les femmes aujourd'hui. Il y a aussi cette fatalité de l'IVG avec ce sentiment de ne pas être libre. Et donc c'est vraiment sur ce point qu'il faut que nous travaillions. Je vais aussi évoquer quelques petits points majeurs qui sont importants pour peut-être définir plus tard aussi des politiques de prévention. Il y a, et Caroline l'a bien développé, cette problématique de la contraception et des accidents de contraception. Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Les chiffres parlent et nous, on le voit tous les jours dans nos services d'écoute, pratiquement tous les jours. Nous recevons un mail ou un appel téléphonique qui traite d'une question d'accident de contraception. Et là, je pense qu'on a un travail d'information à faire. Et je suis frappée de voir comment dans tous les colloques qui traitent de l'infertilité, par exemple,
on se préoccupe aujourd'hui de se dire que toutes les personnes, tous les jeunes, toutes les femmes sont informées des moyens de contraception, et bien peu sont informés ont des informations sur la fertilité et l'âge de la maternité. Or, les âges qui sont les plus concernés aujourd'hui en France par l'avortement, c'est les 20-30 ans, on va dire. Et comme le disait une grande spécialiste des études de l'INED et du CNRS sur les questions de contraception et d'avortement, c'est l'âge aussi de l'activité sexuelle. Et un parcours sans faute, à ce moment-là, c'est impossible. Et donc, l'avortement fait partie de cet âge-là. Et cette préoccupation des médecins, des professionnels autour de la fertilité et de l'infertilité sur redonner sa place au vrai âge de la maternité est aussi un axe de prévention qu'il ne faut absolument pas délaisser et qui a vraiment à voir aussi avec l'importance de l'avortement dans notre pays et l'importance particulièrement pour cette catégorie de femmes. Ensuite, dans cette problématique de la contraception, il y a tout le poids de l'incompréhension et des malentendus entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui encore, le poids de la contraception est supporté par les femmes et quand il y a un échec, elles s'en sentent coupables, elles s'en sentent responsables et responsables aussi soit d'assumer, soit de réparer en quelque sorte vis-à-vis de l'homme qui, lui, exprime un fort sentiment de trahison la plupart du temps. Les mots comme « tu l'as fait exprès »,« tu m'as fait un enfant dans le dos »,« on ne peut pas te faire confiance »,« on n'en avait jamais parlé », c'est des mots violents qui viennent toucher une femme. Je veux dire, ça, tout le monde le reconnaît. Quand on découvre une grossesse et au tout début d'une grossesse, ce que vit une femme est très particulier. C'est quand même c'est un événement majeur dans sa vie, c'est quelque chose qui vient bouleverser profondément l'ambivalence, le choc à la fois physiologique et psychologique que représente la découverte d'une grossesse et les premières semaines, les premiers mois d'une grossesse. Ça ne fait de mystère pour personne aujourd'hui. Et cette ambivalence, elle est connue et développée et approfondie par la plupart des psychiatres et des médecins qui travaillent sur la grossesse. Et ce malentendu-là, ça vraiment vient frapper une femme vraiment dans sa fragilité, sa vulnérabilité inhérent à tout début de grossesse. Et c'est une injustice, on peut le dire vraiment. L'autre point sur lequel je voudrais mettre aussi un projecteur, c'est toute la question des relations avec les hommes, avec l'homme, avec le père, avec son refus de la grossesse, et voir toute la part de violence et de peur qu'il y a là-dedans. Les réactions de pères à l'annonce d'une grossesse qu'ils n'ont pas programmée sont la plupart du temps, vraiment la plupart du temps, dans ce que nous voyons, des réactions négatives. Il n'en veut pas, il n'est pas prêt, il menace de partir. Vraiment, oui, il ne sera pas là. Il est aussi menaçant. Si tu n'avortes pas, je vais te pourrir la vie. Si tu n'avortes pas, je peux devenir violent. Si tu n'avortes pas, je vais m'en prendre à ta famille. C'est des choses qu'on entend. C'est pas anecdotique. C'est pas quelques femmes. C'est vraiment une pression qui peut être importante. Et dont il faut prendre la mesure quand on parle encore une fois de la liberté des femmes face à l'avortement. La peur face aux réactions de l'homme et aussi aux réactions de l'homme même dans le temps, pas simplement dans ce moment de fragilité particulière du début de la grossesse, quand le délai quand le temps est encore dans le temps du délai de l'IVG, mais même le temps plus long de toute la vie, de l'enfant, voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte et ça serait vraiment bien qu'on puisse travailler avec les pouvoirs publics, avec toutes les personnes qui sont les médecins qui sont en lien avec des femmes pour pouvoir ensemble approfondir comment pouvoir dépister et répondre à ces pressions et à ces peurs et pouvoir aider les femmes réellement dans ces situations-là. Ensuite, il y a aussi, par rapport à ces problématiques-là, toute la question de l'imprévu. Et l'imprévu, l'inattendu, l'imprévu qui peut devenir un inattendu pour être ensuite accueilli, c'est quelque chose qui se pose de façon différente pour les hommes et pour les femmes, dans un
temps aussi différent pour les hommes et pour les femmes. Et nous voyons bien souvent dans l'écoute, en accompagnant les personnes qui s'adressent à nous, combien ce temps est précieux et combien ce temps est différent. Et combien, bien souvent, les hommes ont besoin aussi de temps pour pouvoir accueillir ce qui se passe, pour pouvoir accueillir une grossesse chez leur compagne qui n'avait pas forcément institué jusqu'à présent la compagne de leur vie ou la mère de leurs enfants. Ça ne se fait pas en un clin d'œil au vu d'un test de grossesse, mais ça, il faut du temps. Et comment ce chemin-là, il se fait quand les femmes aussi ne prennent pas à la lettre le premier rejet de l'homme, mais lui permettent aussi de pouvoir exprimer ce premier rejet pour pouvoir avoir ensuite, parfois, ouvrir d'autres chemins. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, faire savoir et peut-être accompagner mieux les hommes et les femmes dans ce chemin-là. Ensuite, je reviendrai aussi un tout petit peu sur la pression des délais pour l'avortement. Pour rajouter quelque chose à ce que Caroline a dit, il y a par rapport à cette pression des délais mis par l'avortement médicamenteux, deux petits points que je voudrais rajouter. Il y a aussi, on voit comment cette pression peut être violente et négative aussi quand beaucoup de femmes, alors c'est pas tous les jours, mais c'est on va dire au moins tous les mois, parfois toutes les semaines, que des femmes s'adressent à nous alors qu'elles viennent d'avoir pris le premier cachet et qu'elles sont paniquées du geste qu'elles ont fait et qu'en fait elles se rendent compte que c'est pas ça qu'elles voulaient et que ce bébé qui est là, tout d'un coup, il vient de prendre une vraie réalité pour elles. Cette réalité était souvent oblitérée par la panique, par la pression, par l'urgence de devoir décider quelque chose. Et ayant avalé ce cachet, tout d'un coup, ça n'est plus l'urgence de décider, c'est l'accueil de ce qui se passe en elles et l'accueil d'une autre réalité. Et donc là, on a aussi un accompagnement à faire pour les aider à avancer sur ce chemin avec ce début d'histoire qui est la leur. Et le deuxième point, c'est pour la pression, c'est aussi tout ce qui est dit, toute cette campagne, tout ce relais qui est fait autour de la difficulté de pouvoir avorter, de la difficulté de trouver une place, de la difficulté de pouvoir joindre des centres d'orthogénie, de la publicité autour de leur fermeture. Et du coup, tout ça, ça participe à cette ambiance de précipitation, de panique et de décision à prendre pour pouvoir absolument bénéficier de l'avortement médicamenteux, dont on prétend en plus qu'il est plus anodin, plus facile à supporter, et dont on sait aujourd'hui qu'il n'en est absolument rien et qu'il peut laisser des traces vraiment traumatisantes. Et ça aussi, nous en avons des témoignages toutes les semaines, vraiment toutes les semaines. On ne peut pas parler des réalités de l'avortement sans parler de la souffrance post-IVG. Et là aussi, vraiment, notre expérience est grande depuis toutes ces années, tous ces milliers de messages et de mails et d'échanges que nous avons eus autour de cette souffrance. Nous savons que ça n'est pas quelque chose d'anodin, que ça n'est pas quelque chose à banaliser, que les femmes sont souvent profondément abîmées, qu'on ne peut jamais savoir quand cette souffrance peut ou non ressortir. Ça peut arriver que ce soit des grands-mères qui se retrouvent avec, c'est un témoignage que nous avons eu il n'y a pas très longtemps, avec un petit enfant dans leurs bras, leur petit enfant, et que tout d'un coup, l'enfant qu'elles n'ont pas pu accueillir remonte à la surface et c'est pour elles un effondrement difficile à supporter. Voilà, je crois, les points majeurs que je voulais évoquer. Et je pense que pour une vraie prévention de l'avortement, qui est une urgence sanitaire et sociale dans notre pays aujourd'hui, ça commence par une information vraie et juste sur la contraception, une information aussi vraie et juste sur les aides et les soutiens, parce que notre pays est un grand pays qui a une vraie tradition et une vraie efficacité en termes d'aide et de soutien à la maternité et à la précarité aussi, parce que la maternité met souvent les femmes en grande précarité, en situation de précarité quand elles sont mises à la porte de chez elles. Il faut aussi développer les aides et les dispositifs pour les jeunes. C'est, je pense, vraiment
inadmissible que dans notre pays, on ne puisse pas, il y ait comme un tabou qui vient de dire que c'est impossible de concilier grossesse, maternité et études ou début de vie active. Voilà. C'est un vrai point d'interrogation, mais c'est une vraie contrainte et une vraie pression sur les jeunes filles et les jeunes femmes. Et enfin, mettre en place une vraie prévention, une vraie protection des femmes face aux pressions et à la violence, et affiner notre connaissance de ces pressions et de des repères possibles pour les éviter ou en tout cas les soutenir. Un grand merci Valérie. 2 petits points d'information qui viennent illustrer et compléter ce qui a été dit par Caroline Roux et Valérie Boulanger. Nous avons réalisé un nouveau sondage avec l'IFOP, fait réaliser par l'IFOP un sondage sur les Français et l'IVG. Vous l'avez dans le dossier de presse. Et on voit que ce sondage appelle une parole politique différente de la parole qui nous est aujourd'hui donnée pratiquement des 2 côtés de l'échiquier politique, puisque les Français sont très majoritaires à considérer, 72%, que la société devrait davantage aider les femmes à éviter le recours à l'interruption volontaire de grossesse, et que le déni de cette souffrance est contrecarré par 89% des Français, et d'ailleurs il faut noter 90% des femmes quand on regarde le détail, qui considèrent que l'IVG laisse des traces psychologiques difficiles à vivre pour les femmes. Et on en dira un tout petit mot pour les hommes, parce qu'ils sont aussi exprimés hier avec nous. Il y a vraiment cette place pour une politique de prévention. Qui l'a fait aujourd'hui ? Eh bien, pas seulement nous, mais nous la faisons. Nous avons décidé, depuis des années maintenant, et nous sommes à la, je ne sais plus combienième, c'est 5e édition de notre guide des aides et des démarches pour les femmes enceintes et pour les mères. Le gouvernement, à la suite de la loi Aubry de 2001, a abandonné la diffusion de ce type de guide aux femmes venant consulter en vue d'une éventuelle IVG. Eh bien, ce déséquilibre, qui un de plus par rapport à beaucoup d'autres déséquilibres, nous l'avons compensé en diffusant partout en France ce guide. Et les travailleurs sociaux, quelle que soit leur conviction sur l'avortement, sont heureux de pouvoir disposer, parce que vous imaginez quels sont les arcanes complexes des droits sociaux en France, de toutes les aides, que ce soit aux mineurs isolés, aux femmes en difficulté, la lutte contre la maltraitance. Eh bien, ce guide est un guide de service public, nous le faisons sans subvention, et nous ne comptons pas nous en arrêter là, nous ne comptons pas nous laisser étouffer par des menaces dont je vais laisser à Henri le soin de nous expliquer comment elles arrivent et ce qu'elles représentent sur le plan juridique. Henri de Sauce, secrétaire général d'Alliance Vita, qui va nous présenter cette loi qui arrive demain à l'Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord faire 2 remarques préliminaires avant de brosser très rapidement un historique de ce délit d'entrave, de voir comment l'initiative qui va être discutée demain au Parlement se situe sur les 40 dernières années. La première remarque préliminaire, c'est que cette initiative du gouvernement, à l'origine, pour élargir le délit d'entrave, n'est pas un hasard. Ça n'arrive pas comme ça parce qu'il y aurait eu un énorme scandale. C'est en fait l'aboutissement d'un plan d'ensemble qui a été élaboré il y a déjà plusieurs années par un organisme officiel, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui, si vous regardez bien, il y a 3 ans, a sorti un très gros rapport avec plus de 30 propositions, 30 recommandations. Et pratiquement tout ce qui a été fait depuis ces dernières années concernant l'élargissement des conditions d'accès, la facilitation de l'IVG, etc., est contenu dans ce rapport. Donc il y a une politique, une sorte de, on pourrait presque dire de rouleau compresseur, où chaque fois que c'est possible, en prenant divers supports législatifs, d'introduire des dispositions complémentaires sur l'IVG. Et la deuxième remarque, c'est que finalement ce délit d'entrave est une bonne illustration de la façon dont les textes sur l'IVG ont évolué depuis maintenant 40 ans. Si vous vous souvenez, en 1975, quand la loi de 1975 a été établie, finalement le droit à la vie était la règle et l'IVG l'exception, l'ultime issue, ce qu'il fallait pouvoir permettre dans des situations extrêmes de détresse, comme disait à l'époque la ministre Simone Veil. Et aujourd'hui, finalement, l'exception est devenue la règle. Certains le proclament comme un droit fondamental. Et toutes les conditions, les méthodes, les dispositifs de déroulement, tout ça a été considérablement soit assoupli, soit supprimé, soit même, on va le voir pour les délits d'entrave, complètement inversé. Si vous prenez finalement, par exemple, une dizaine de critères qui constituaient la loi initiale, sur les conditions, le déroulement, etc.,
pratiquement tout a changé. Soit c'est assoupli, soit a disparu, soit c'est inversé. C'est assez impressionnant. C'est plus du tout la même loi. Alors, quelles ont été les étapes? J'en ai distingué 5 rapidement. En 1975, quand la loi initiale a été votée, c'était l'inverse qui existait. C'est-à-dire c'était le délit de provocation à l'avortement, qui était en fait une vieille loi de 1920, qui continue à s'appliquer. Il n'a pas été du tout question de la remettre en cause en 1975. Et donc là, on voit qu'à cette époque-là, la balance, si vous avez l'image d'une balance entre le droit concernant le délit d'entrave, la balance était clairement dans entre guillemets, la dissuasion de l'avortement. Il fallait surtout, quelqu'un qui voulait provoquer l'avortement était pénalement sanctionné. En 1993, deuxième étape, la loi Nehertz introduit ce délit d'entrave à l'IVG. C'était en réaction à certaines actions considérées comme excessives de certains groupes. Et donc le délit d'entrave consistait à dire il faut punir soit des actions physiques, de rentrer ou d'empêcher de rentrer dans des locaux, dans l'établissement de santé, soit des pressions, des menaces psychologiques. Et c'était puni à l'époque entre 2 mois et 2 ans de prison, et puis une amende qui pouvait aussi être assez forte. Entre 1993 et 2001, vous voyez que finalement, il y avait à la fois le délit de provocation, l'interdiction de provoquer l'avortement, et en même temps, le délit d'entrave à l'avortement. Il y a une sorte d'équilibre entre la balance. Il était à la fois interdit de provoquer et interdit de l'empêcher. La balance était à peu près équilibrée. Et puis il y a une troisième étape en 2001, la loi Aubry dont on a parlé tout à l'heure, qui a considérablement modifié un certain nombre de conditions d'application de la loi et qui a également contenu des dispositions sur le délit d'entrave. À la fois, on a supprimé le délit de provocation à l'avortement, on a alourdi les sanctions et on a élargi les conditions des contraintes physiques ou psychologiques, en les rendant, en voulant sanctionner davantage de possibilités. Je ne rentre pas dans le détail du texte, on en parlera tout à l'heure. Et quatrième étape, en 2014, la loi égalité entre les femmes et les hommes a élargi encore ce délit d'entrave, et en se centrant non plus seulement sur des présences physiques, mais sur l'accès à l'information. Et à l'époque, le gouvernement a dit non, il ne s'agit surtout pas de toucher les sites internet, c'est uniquement des gens qui perturberaient physiquement, qui empêcheraient les femmes d'accéder à une certaine information, mais on ne visait pas du tout l'internet. Ça a été dit clairement dans les débats parlementaires. Et vous voyez que tout doucement, la balance s'est décalée et progressivement s'est déséquilibrée en faveur du délit d'entrave. Et enfin, la dernière étape qui a lieu donc à partir de demain, dans la discussion avec les parlementaires et les députés, c'est ce qui n'était pas visé il y a 2 ans. Vous voyez, maintenant ça y est, on y vient. Eh bien non, il faut également viser tous les types d'informations possibles, y compris sur Internet, mais pas seulement. Tous les moyens possibles, donc ça peut être des tracts, des conférences, des textes des tweets, n'importe quelle forme d'information qui seraient considérées comme des allégations ou des modes de communication qui induiraient intentionnellement en erreur. Alors, vous avez dans votre dossier de presse une analyse juridique assez approfondie de cette proposition de loi qui est finalement très simple, il n'y a qu'un paragraphe, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a beaucoup parlé de l'atteinte à la liberté d'expression. Il faut bien voir aussi que ce n'est pas que la liberté d'expression des associations, des personnes qui veulent informer, mais c'est aussi la liberté des femmes de s'informer. Vous voyez, il y a 2 facettes dans la liberté d'expression. Ce n'est pas que les associations, c'est également les femmes qui souhaitent obtenir une information qu'ils n'obtiennent pas, qu'ils ne trouvent pas sur le site officiel. Et puis il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette rédaction, c'est que finalement c'est une empreinte au droit de la consommation. Vous voyez, les expressions, allégations, indications de nature à induire intentionnellement en erreur, finalement c'est emprunté au droit de la publicité mensongère. Et c'est un parallèle assez quand même étonnant de cette vision finalement très matérialiste de dire entre acheter une voiture, acheter un objet, etc., et puis mettre en jeu la vie
la vie d'un jeune enfant, d'un bébé, d'un fœtus. Bon, c'est assez quand même étonnant ce parallèle. Cette proposition de loi donc, a d'abord été présentée sous forme d'amendement par le gouvernement dans un projet de loi égalité et citoyenneté, mais ça a été repoussé par le Sénat à l'époque, en septembre. Et donc le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a repris le relais et a présenté une proposition de loi dans ce sens. Il y a actuellement 86 amendements qui seront débattus demain en séance publique, qui là aussi, on va voir ce que donne la discussion, mais qui vise soit à supprimer cet article, soit à l'atténuer fortement. L'issue, malheureusement, semble assez évidente. Donc voilà, je crois que c'est intéressant de voir comment ce délit d'entrave, qui à l'origine n'existait pas, c'était l'inverse qui était sanctionné, et bien progressivement a pris tout l'espace. Et aujourd'hui, finalement, c'est une parole qui viserait à conseiller, à aider des personnes à voir comment peut-être éviter l'IVG, cette parole-là risque d'être profondément sanctionnée. Merci beaucoup Henri. Je laisse regarder dans le détail des notes techniques qu'il y a dans notre dossier de presse. Je voudrais faire 2 commentaires. S'il y a aujourd'hui un organisme qui désinforme, c'est bien sur ce sujet l'État. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes, et ce qui légitime une certaine forme de colère de la part d'Alliance Vita au nom des femmes que nous aidons. Et nous sommes assez stupéfaits de voir que le site gouvernemental ose donner la parole à un médecin qui s'affirme expert du sujet et qui n'est pas forcément d'ailleurs reconnu par ses pairs. On a eu quelques conversations avec des gynécologues obstétriciens qui n'ont pas forcément les mêmes options que nous, mais qui sont extrêmement choqués par cette vidéo. Et ce médecin, on va le voir, on va le projeter quelques secondes, affirme aux femmes, je laisse peut-être Marilyn projeter l'extrait de sa vidéo. Sur le site du gouvernement. C'est le site du gouvernement qu'il a lancé pour prétendre informer les femmes sur l'IVG. La majorité des études scientifiques sérieuses qui ont été publiées sur le sujet montrent qu'il n'y a pas de séquelles à long terme psychologiques de l'avortement. Il n'y a pas de syndrome post-traumatique qui persisterait à distance plusieurs années après un avortement. Maintenant, au moment de l'IVG, c'est sûr que ce n'est pas un moment très agréable à passer, mais là, c'est comme pour la douleur physique. Voilà, je vous laisserai reprendre peut-être les mots précis. C'est un déni du réel, extrêmement violent. Parce que pour les personnes qui éprouveraient, les femmes qui éprouveraient une souffrance des années après, et nous l'avons parfois vu, des dizaines d'années après, souvent vu, et ces femmes ont le droit bien sûr de souffrir. Une parole d'expert qui indique que ça n'existe pas, c'est un déni de ce qu'elles vivent, et d'ailleurs on a pu entendre des personnes nous dire, ce n'est pas sur ce site, mais les femmes qui souffrent sont des femmes névrosées, sont des femmes qui ont des problèmes psychiques, et ça n'est pas en lien avec l'expérience qu'elles ont vécue, qui effectivement sur le moment, il était en train de le dire, peut avoir un caractère traumatisant. Pour nous, c'est extrêmement grave. C'est très lourd de conséquences. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé une pétition dont vous avez la formulation et qui vient de dépasser, je crois cette nuit, les 45 000 signataires. Pétition où non seulement nous demandons au gouvernement de ne pas censurer les sites qui informent les femmes, mais également nous leur demandons de retirer du site gouvernemental et ce type de vidéo. Nous savons par ailleurs qu'un testing a été effectué par une journaliste qui a montré que les écoutants officiels étaient en mesure de dire à une femme que si elle était hors délai, on oriente les femmes vers les Pays-Bas où on peut avorter jusqu'à 22 semaines. Et voilà donc que le gouvernement, d'une manière implicite en tout cas, cautionne des filières d'avortement illégaux à l'étranger. Dans la logique d'ailleurs de ce qu'affirme et revendique depuis des années le planning familial, qui est comme la référence unique, et là, nous ne pouvons pas nous taire. Et c'est la raison pour laquelle, je vais peut-être laisser 2 secondes Henri nous dire l'action que nous conduisons auprès de ce site et éventuellement sur le plan judiciaire. Alors, ce que nous voulons faire, c'est entamer une procédure judiciaire, effectivement, contre le gouvernement
et surtout sur ce site officiel donc, qui est censé être consulté par toutes les Françaises. Et donc nous entamons actuellement une démarche auprès de la ministre de la Santé pour lui demander d'une part de retirer cette vidéo qui manifestement contient, on pourrait pratiquement prendre les termes de la proposition de loi, contient manifestement des indications de nature à induire intentionnellement en erreur, comme si le gouvernement était pris entre guillemets à son propre jeu, et donc de supprimer cette vidéo pour que l'information qui soit diffusée sur le site officiel soit davantage conforme à la réalité de ce que vivent les personnes. Par ailleurs, on a constaté que le livret guide, qui est un document officiel que tout médecin doit remettre à une femme qui consulte en vue d'une IVG, c'est-à-dire qu'il y a plus de 220, 230 000 documents comme ça qui sont diffusés chaque année, ce dossier guide n'est pas à jour depuis pratiquement 2 ans, ne contient pas les évolutions législatives faites depuis, et donc toutes les personnes qui consultent sur le site ce document voient des informations inexactes, fausses, incomplètes, et donc ce site, par ce biais-là, contribue également donc, à diffuser intentionnellement des informations inexactes. Et ça, c'est effectivement très grave, et nous allons demander au ministère de revoir ces éléments-là, et s'il ne le fait pas, nous serons obligés de faire une action judiciaire plus importante. Merci Henri. Je précise que sur le plan politique, évidemment, après l'emballement étrange qu'il y a eu entre les 2 tours des primaires du centre et de la droite et du centre, eh bien, nous considérons que le débat aura valeur de test. Au-delà des mots ou des convictions personnelles qui, à la limite, regardent chacun, est-ce que, à nouveau, l'opposition, lorsqu'elle reviendra au pouvoir, si elle revient au pouvoir, en cas d'alternance, va cautionner ce qu'elle a toujours fait jusqu'alors, ces réformes qui banalisent l'IVG sans venir véritablement en aide aux femmes qui en auraient tant besoin afin qu'elles évitent de recourir à l'IVG à contre-cœur, ce qui est si souvent le cas. Est-ce que véritablement on va avoir une parole libre, ou est-ce qu'à nouveau, et comme ça a été le cas depuis maintenant des dizaines d'années, il y aura un effet de cliquet sociétal qui manifeste une sorte d'atonie ou d'anesthésie ou de soumission finalement de ceux qui pourraient parfaitement adresser aux Français un discours courageux et vrai, et un discours qui rejoindra leurs aspirations, ce que montre notre récent sondage et qui corrobore d'ailleurs des sondages précédents. Alors, je veux dire juste quelque chose sur en fait, il a été décidé une procédure accélérée sur cette question, et en fait qui va, on le sait, c'est utilisé pour aller plus vite, et on passe à côté des débats de fond. Et nous sommes à nouveau atterrés qu'on parle de ce sujet sans aller au fond des choses. Voilà, par exemple, depuis des années, nous disons à quel point l'IVG médicamenteuse, évoquée par Caroline Roux et Valérie Boulanger, est source de complications pour les femmes. Eh bien, ce n'est que maintenant que l'INSERM a révélé que 27% des femmes recourant à cette IVG médicamenteuse éprouvaient des douleurs intenses à très intenses. Depuis des années, nous disons ne banalisez pas cette IVG souvent précipitée, et les gouvernements successifs de droite comme de gauche ont toujours affirmé que c'était moins traumatisant, que c'était plus facile pour les femmes. Et on les retrouve maintenant à domicile, toutes seules, à vivre des conséquences de la prise d'un cachet, parfois avec une hésitation entre le deuxième, et nous les retrouvons avec des véritables souffrances, des véritables douleurs qui étaient niées. Et celles qui souffrent, quand on dit vous ne devez pas souffrir, se sentent coupables de souffrir. Et c'est ça vraiment que nous voudrions... C'est la raison pour laquelle nous voudrions que les responsables politiques ne parlent pas d'avortement de manière idéologique, comme on s'envoie des flèches pour savoir lequel est le plus pur sur ce sujet, mais qu'on en parle avec la réalité de terrain. C'est des larmes, c'est du sang, pardon, c'est de la peine, c'est des hésitations, c'est des conflits, c'est des conséquences extrêmement douloureuses et délicates. Et il faut le regarder tel que c'est, mais non pas avec les idées qu'on s'en fait. Alors, c'est le sens de la campagne que nous vous présentons aussi aujourd'hui, avec ces petites boîtes que nous avons distribuées hier déjà à des milliers d'exemplaires, à des hommes, après une petite enquête que nous avons réalisée en quelques questions. Alors, il s'agit d'un dépliant en 24 volets, il vous est présenté dans le dossier de presse, où nous avons voulu proposer aux hommes, dans le respect de ce qu'ils sont, et ils ont un autre regard sur ce sujet que Valérie Boulanger a évoqué tout à l'heure,
leur proposer de lever les malentendus, qui souvent divisent et séparent entre femmes et hommes sur la perception de la grossesse, et ça n'étonnera personne que femmes et hommes aient sur la grossesse une perception radicalement différente. C'est une idée pour eux, c'est une réalité pour elles, et il y a ces paradoxes, notamment le paradoxe contraceptif français, dont nous avons vu qu'il était nécessaire de le connaître pour ne pas tomber dans ce piège. Alors peut-être en quelques mots, on va demander à Marie Vincelot, qui est responsable de l'animation de tout le réseau, des quelques 1200 volontaires d'Alliance Vita sur le terrain, et bien de nous raconter comment s'est passé ce lancement hier de la campagne intitulée « Êtes-vous prêts à l'inattendu ?» où des femmes, donc uniquement des femmes, ont distribué, après les avoir questionnées, aux hommes cette boîte surprise. Oui, alors nous avons mené hier une enquête dans 70 villes en France. Cette enquête était menée par 70 équipes et elle était menée simultanément entre midi et 14h. C'était 600 femmes qui ont interrogé uniquement des hommes majeurs de tous âges. Donc cette enquête contenait 5 questions fermées où l'on requérait l'approbation des hommes à 5 propositions. Ils pouvaient répondre entre pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Et on nous a remonté hier déjà les résultats pour 2700 hommes interrogés par près de 500 femmes dans une 60aine de villes. Alors globalement, on peut dire que cette enquête a été extrêmement bien accueillie malgré le froid. Il y avait évidemment un effet de surprise lorsque la première question était posée, puisque ce sont des questions qui pouvaient paraître intimes. Mais ensuite, les hommes interrogés ont dans l'ensemble été très touchés qu'on les questionne, qu'on leur demande leur avis sur la question de l'avortement. Beaucoup ont félicité pour cette campagne et également remercié qu'on les interroge et qu'on s'intéresse à leur avis ou qu'on leur donne l'occasion de se poser ces questions. La petite boîte qui était remise à la fin avec le petit dépliant a suscité également beaucoup d'enthousiasme et il a été extrêmement bien accueilli aussi. On a même à Compiègne, on a un homme qui a retrouvé une de nos membres pendant son déjeuner pour, une fois qu'il avait lu le dépliant, pour la féliciter et lui demander un autre exemplaire. Parmi les hommes rencontrés, en fait, beaucoup d'hommes ont été concernés par la question de l'avortement, assez directement, et beaucoup ont dit en souffrir, et même parfois de ne pas être en mesure de soulager, de consoler leurs compagnes qui en souffraient parce qu'eux-mêmes en souffraient. On a également d'autres hommes qui disaient qu'ils en souffraient plus que leurs compagnes. On a même eu certains hommes qui étaient tellement concernés par la question qu'ils étaient bouleversés quand on leur a posé les questions, qu'ils n'étaient pas en mesure de répondre. On a eu un beau témoignage également à Clermont-Ferrand d'un jeune de 20 ans qui a eu lui-même un enfant assez jeune. Il nous a confié qu'au début, il ne voulait pas que sa copine garde le bébé. Puis ils ont pris le temps de réfléchir et ont décidé de garder le bébé. Et il a expliqué que cela avait changé sa vie en bien et que devenir père était une chose merveilleuse. Pour lui, il était important de prendre le temps de la réflexion sur ce sujet, car ce n'est pas parce qu'on ne veut pas de son bébé au début que pour autant ce sentiment ne change pas après de mûres réflexions. Une question a suscité de nombreuses réactions, c'était une question sur le fait de être désiré, si un enfant qui n'était pas désiré devait naître ou pas. Et en fait, de nombreux hommes ont fortement réagi parce qu'eux-mêmes n'étaient pas désirés. Alors, on peut peut-être vous montrer les premiers résultats donc, sur un échantillon de 2700 hommes, donc dans une 60aine de villes en France et de différents âges. La question 1. Un homme qui engage une relation sexuelle avec une femme en âge de procréer devrait avoir en tête qu'il peut devenir père. Et là, on constate qu'il y a une certaine unanimité pour dire tout à fait d'accord ou plutôt d'accord. On a 8% d'hommes, 5% plus 3% qui ne sont pas d'accord là-dessus. De la deuxième question, sur l'utilisation d'une méthode de contraception qui garantirait contre les grossesses imprévues. Eh bien là, la majorité est d'accord là-dessus. On a 39% tout à fait d'accord et 34% plutôt d'accord. La question 3, donc sur le désir. Quand on n'est pas désiré par ses parents, il vaut mieux ne pas naître. Alors là, à l'inverse, les questions sont très partagées. Si on a donc 22% plus 19% qui sont d'accord ou plutôt d'accord avec cette affirmation, nous avons 54% des hommes qui ne sont pas d'accord et 34% pas du tout d'accord. Enfin, sur la question 4, l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre pour la femme concernée. On note déjà qu'on a 4% qui n'ont pas voulu répondre, et ce parce qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient pas se mettre dans la tête d'une femme.
Mais sinon, voilà, vous voyez qu'il y a quand même une très grande majorité qui est d'accord avec cette proposition. Pardon. Et sur voilà, la dernière question, nous l'on interrogeait plutôt sur les séquences, les traces psychologiques pour l'homme. Eh bien, 35% plus 42% étaient d'accord avec cette proposition, voilà, que l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre pour l'homme concerné. Si nous avons choisi de nous centrer sur les hommes, c'est pas pour faire un pied de nez à l'état d'esprit de notre société, mais c'est parce que nous pensons qu'exclure les hommes de ce débat, c'est l'amputer de celui qui est toujours présent derrière toute grossesse, qu'on le veuille ou non, même si certains sont absents, et c'est aussi pour travailler à cette responsabilisation par l'information. Si vous avez noté dans les réponses que Marie-Vincent nous a données, on voit bien que s'il y a un débat, un vrai débat sur le fait de laisser naître ou pas un enfant qui n'a pas été désiré, avec des réponses qui s'éclatent sur les 4 items, on voit que sur la question du paradoxe contraceptif français, c'est la question sur laquelle on est passé un petit peu vite, on voit que beaucoup d'hommes estime que la contraception garantit contre une grossesse imprévue. Et là est le malentendu peut-être principal que nous voulons lever, dans la mesure où on le sait, et c'est reconnu par tous les experts, on l'a évoqué, cet oubli de pilules, les interférences médicamenteuses, enfin tout ce qu'on a maintenant parfaitement défini, font la différence entre une efficacité théorique, qui est bonne ou excellente, et puis l'efficacité pratique qui est bien moindre. Et là, les hommes ne le savent pas. Beaucoup d'entre eux l'ignorent et ils se retrouvent donc piégés sans avoir su que ce n'était pas si évident que cela d'avoir une prévention absolue par la contraception. Alors, notre conférence touche à sa fin. Vous aurez peut-être des questions. Alors, je crois que Caroline et Valérie ont des petits mots à ajouter et je dirai un mot de conclusion. Je crois qu'il y a quelque chose qui est absolument oublié par les pouvoirs publics et qui, pour nous, est très prégnant, c'est qu'il n'y a pas de prévention réelle quand la grossesse a démarré. Et au fond, c'est là qu'il y a tout un travail à faire, et on le voit dans les dissensions de couple, combien il est nécessaire d'engager au dialogue, d'aller plus loin, parce que... Eh bien, Valérie le disait, ce qu'on a dit, la liberté des femmes est bien mise à mal. Donc c'est tout ce champ de prévention sur lequel on souhaite travailler avec les pouvoirs publics. Merci. Valérie ? Moi, je voudrais juste rajouter que dans tout ce climat, dans tout ce débat, c'est important qu'il y ait des espaces de parole, des sas, de parole et de réflexion comme peuvent l'être comme peut l'être notre service d'écoute, et que c'est aussi pour ça qu'on va se battre contre cette proposition de loi ou cette loi contre le délit d'entrave, parce qu'on voit comment c'est précieux pour les femmes de notre pays de pouvoir déposer, de pouvoir échanger, de pouvoir parler simplement de ce qu'elles vivent, et tellement nous constatons l'immense solitude dans laquelle elles se retrouvent, dans lesquels tous ces questionnements, ces doutes viennent les envahir, et vouloir les priver de ces espaces de parole, c'est vraiment quelque chose d'insupportable, et que je pense qu'il est bien légitime de se battre pour que les femmes puissent avoir ces espaces dont elles ont réellement besoin. Voilà, vous l'aurez compris, Alliance Vita n'est pas prêt de se taire et de cesser son action auprès de ces femmes, de ces hommes. Nous comptons au contraire intensifier notre travail de prévention, celui que le gouvernement ou les gouvernements successifs ont largement abandonné, et nous le faisons dans un esprit de grand respect des personnes, considérant que sur un pareil sujet, nous marchons sur des œufs, on en a conscience. Nous avons accompagné des dizaines de milliers maintenant de femmes depuis que nous travaillons sur ce sujet. Il y a pas loin de 800-900 000 connexions, je crois, sur le site SOS Bébé annuellement. Et nous avons énormément de retours positifs de personnes que nous avons aidées, soutenues, éclairées, et aussi de femmes et de couples qui, souffrant des conséquences
d'un avortement sont consolés, soutenus et éclairés pour remonter la pente et ne pas se laisser enfermer par ce qu'ils ont enduré ou expérimenté. Et de ce point de vue-là, on n'a pas à rougir devant la société de notre travail de service public que nous continuerons au profit des femmes et des hommes, avec le sentiment aussi d'admiration pour ceux qui regardent toutes ces réalités en face et ne se laissent pas enfermer par cette impossible banalisation, bien sûr, de ce geste qui est ce secret de famille de notre société que nous ne voulons pas laisser enfermer. Je vous remercie de votre attention.